Libre à vous de consulter gratuitement la publication qui va suivre. Mais si personne ne s'abonne, si personne ne fait des dons, il n'y aura plus de publication. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons continuer. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, toutes et tous, pour ce 3e épisode sur la manipulation psychologique et guerre de 5e génération. Avant cela, je me souviens d'un documentaire qui s'appelait The Idiot Cycle, qui montrait au fait que ce sont les mêmes qui nous vendent les saloperies dans les supermarchés, qui inondent nos champs de Roundup, qui génèrent des cancers, qui nous vendent en même temps, donc qui font de l'argent là-dessus, qui nous vendent en même temps les produits pour soi-disant nous soigner. Et j'ai découvert une petite vidéo qui est sortie il y a un petit temps déjà, sur la création des maladies. Je trouvais que ça sonnait terriblement bien avec la chronique qu'on fait à Kian Charia. Donc on vous passe ça tout de suite, puis on passe à la suite et au 3e épisode. On y va. Si je vous dis qu'aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques inventent des maladies pour vendre des molécules qu'ils ont déjà. Ce serait grave. Ce serait très grave. J'espère que non. On est dans la théorie du complot, là, mais j'ai du mal à y croire. Pour avoir des marchés aussi gros que possible, les laboratoires font la promotion de maladies qui touchent presque tout le monde. Ils gagnent beaucoup plus d'argent en faisant cela qu'en fabriquant des médicaments pour des maladies sérieuses, mais qui concernent beaucoup moins de gens. Si vous vous intéressez à ces maladies, dont les labos parlent sans arrêt, ce sont en général des maladies mal définies, des maladies qui touchent principalement des gens normaux. Et au final, ils parviennent à faire croire à une large partie de la population qu'elle peut être victime de ces maladies. Et ainsi, le marché s'agrandit. Parfois, ils créent des maladies de toutes pièces. Parfois, ils étendent le périmètre des maladies. De toute façon, le marché s'agrandit. Ah, le marché, le fameux marché. Yann, c'est un plaisir de t'accueillir pour ce 3e épisode passionnant qui me replonge dans mes études universitaires et me rappelle toutes ces théories intéressantes qui n'ont pas été utilisées pendant le Covid pour nous réveiller, mais pour nous manipuler. C'est ça le grand paradoxe. Bonjour Yann. Bonjour Alexandre. Yann Charia, psychologue du travail et spécialiste des systèmes, c'est ça qu'on peut dire. Donc tu connais bien le domaine et les 2 premières chroniques étaient passionnantes. La deuxième était un peu plus théorique, avec la théorie des représentations, la norme, la normativité. Et là, aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Dis-nous. Alors, on va aborder ma partie préférée à moi, c'est la partie des techniques de manipulation psychologique. Quelles sont vraiment les techniques qu'on a utilisées pour amener les gens à avoir le comportement désiré. La dernière fois, on a parlé de normes et de normalisation. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a entré dans la société civile de nouvelles normes. C'était le new normal. Donc, je vous propose, pour commencer, un petit rappel des faits sous forme de vidéo humoristique pour se rappeler ce qui était normal et même trop normal à l'époque.
rigole, hein. On en rigole, rien à faire, mais néanmoins, comme on en a déjà parlé, les effets seront dramatiques à long terme, notamment sur les enfants. Tout à fait. On en rigole parce qu'il y a une petite musique rigolote, mais en fait, c'est pas vraiment hyper drôle parce que comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, pour passer d'une simple recommandation de santé plus ou moins efficace, je dirais peut-être pas efficace du tout, à un côté obsessionnel de garder son masque sous l'eau quand on va à la piscine. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, comment on en est arrivé là? On en est arrivé là grâce à des techniques de manipulation pour pousser la population à adopter les comportements choisis. Donc, j'ai découpé ces techniques en 2 gros morceaux, les techniques que j'appellerais classiques et les techniques spécifiques de nudge. Ça, on le verra dans la partie d'après. Donc, si vous le souhaitez, on peut commencer l'exposé quand vous voulez. On le souhaite, évidemment. Allons-y. Alors, les techniques de manipulation systémique et psychologique. Quand je dis manipulation systémique, j'entends changer le fonctionnement d'un système déjà existant pour en modifier la fonction. Par exemple, je peux inverser la fonction de l'hôpital. L'hôpital, pendant cette courte période, au lieu de soigner les patients, a préféré, dans de nombreux cas, opérer des euthanasies avec, par exemple, l'administration forcée de Rivotril. En France, c'était du Rivotril. Dans d'autres pays, ça a été d'autres choses, d'autres molécules. De la même façon, on a inversé le fonctionnement de l'école en faisant d'un espace d'éducation un espace de torture psychologique. Les journaux sont faits pour désinformer. Bon, voilà. Et comment est-ce qu'on arrive à inverser la fonction d'une organisation? En fait, il suffit de faire de très petits changements. Par exemple, en intégrant des éléments de corruption systémique. C'est-à-dire que la corruption ne va pas être de toi à moi sous la table, ça va être intégré dans le système. Alors, j'ai 2 exemples à ce niveau-là. Le premier exemple, c'est la Grande Peste de Genève de 1520, pendant laquelle les médecins ont été payés plus cher pour pouvoir ausculter les pestiférés, parce qu'il fallait les motiver à prendre des risques et à aller soigner cette maladie affreuse. Sauf que quand la peste s'est estompée, quand l'épidémie s'est terminée, les médecins estimaient qu'ils ne gagnaient plus assez d'argent. Donc, en fait, ils ont commencé à contaminer volontairement des gens sains en leur faisant... Bon, c'est assez dégueulasse, je ne vais pas en parler. Mais bref, avec les méthodes de l'époque, ils essayaient de contaminer d'autres personnes, sauf que le peuple s'en est rendu compte. Et ces gens-là ont été torturés à la pince dans toute la ville, puis exécutés. Ça s'est très mal fini pour eux. Et de la même façon, pendant la période Covid, on a eu des bonifications pour les gens qui administraient les injections. Là, on voit sur cette petite brochure qu'il y a des bonus si tu injectes plus de personnes. Si tu injectes plus de 75 personnes de ton cabinet, eh bien, tu vas recevoir jusqu'à $250 de bonus par personne injectée. Ah, c'est beaucoup plus que le prix de la consultation. C'est 10-20 fois le prix de la consultation. Et certaines personnes se sont fait énormément d'argent là-dessus. C'est un exemple de corruption systémique. Un autre exemple ici en Belgique, je ne sais pas si c'était le cas en France, c'était la télémédecine, les consultations par téléphone, qui duraient 5 minutes parfois et qui rapportaient beaucoup d'argent aux médecins sur la journée. Des milliers d'euros, il se faisait en restant chez lui assis tranquillement. Ah, ça, je n'étais pas au courant des téléconsultations par téléphone qui rapportaient beaucoup, mais ça peut être un très bon exemple en effet de corruption systémique. Voilà, ça c'est juste pour effleurer un petit peu la corruption systémique. Ensuite, on a eu d'autres effets, par exemple le management par la désorganisation. Ça, c'est un classique, c'est quelque chose qui est connu. C'est comment créer de la désorganisation dans une entreprise ou dans un groupe social pour pouvoir le guider plus facilement. Donc pour ce faire, je dois changer et modifier les règles tout le temps pour désorienter le sujet. Alors moi, l'origine que j'en ai trouvée, c'est une technique de management des camps de la mort chez les nazis pendant la période 40-45. À côté de ça, on peut aussi regarder au niveau mathématique. On a modifié les règles de comptage des malades. Ça, c'est M. Chaillot qui en parle très bien dans son livre. Et en modifiant les règles de comptage, en fait, on va modifier
toute la suite des actions de santé publique. On fait dire autre chose aux chiffres, hein, comme Pierre Chailloux a montré dans les émissions qu'il a faites ici. Exactement. On fait dire autre chose aux chiffres, et comme l'évaluation chiffrée n'est pas bonne, tout le reste de l'action sociale sera à côté de la plaque, si j'ose dire. Donc ça, c'est vraiment pour effleurer un peu le fait que c'est le système qui a été corrompu pour nous orienter notre comportement vers d'autres choses. Mais là, je pense qu'on va rentrer dans la manipulation psychologique à proprement parler et vous présenter les différentes techniques que moi j'ai pu relever. Voilà. La plupart sont là, elles n'y sont pas toutes, et bien sûr, j'ai pu passer à côté de quelque chose. Donc, on va essayer de vous déballer tout ça. C'est une belle tartine avec des exemples concrets. Si tu as quelque chose à rajouter avant qu'on commence cette partie, Alexandre. Non, tu peux y aller. Peut-être juste dire que dans ceux qui obéissent, il y a aussi une minorité qui est très obéissante déjà avant, peut-être ce qu'on appelle communément maintenant des pervers narcissiques, ou là, des gens, comme on avait déjà dit, qui retrouvent dans le système totalitaire la possibilité de s'épanouir complètement et de surveiller les autres. Tu vois, celui dans un magasin qui te dit « Monsieur, vous avez mal mis votre masque » ou dire, les petits capots du système qui, pour moi, font quand même beaucoup parce qu'ils font peur aux autres. Mais voilà, je voulais juste rajouter ça. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui sont plus soumis à l'autorité que la moyenne. Il y en a d'autres qui sont moins soumis à l'autorité que la moyenne. Et dans ce genre de configuration, bien sûr, qu'il va y avoir, comme tu pourrais dire, des petits capots. Mais en fait, ce sont principalement des gens qui vont s'identifier à l'autorité et qui vont essayer de faire les choses bien. Oui, tout à fait. Et il y a également des pervers qui vont en profiter pour se défouler. C'est une réalité. D'autre part, il y a des personnes qui subissent ce qu'on appelle une régression, donc qui vont régresser de l'adulte réfléchi qu'on est censé être à des stades plus psychotiques ou pervers, la régression vers la formation perverse ou narcissique. Ce sont des choses qui existent et moi je crois que c'est Ariane Biheran qui en parle très bien, par exemple. Ouais. Donc, pour commencer avec cette partie, le premier ingrédient qu'on va utiliser pour manipuler les foules, c'est bien sûr la peur, avec un P majuscule, parce que c'est en faisant peur à la population, comme on fait peur à un troupeau de moutons. Je suis désolé de faire la comparaison, mais pour moi, on est tous, et moi le premier, des moutons à certains moments de notre journée. Pour faire peur à la population, et ensuite, on va les guider et les orienter vers une destination prédéfinie. Alors, la peur, on voit d'autres exemples que dans le Covid. Par exemple, aux États-Unis, tout le monde sait que depuis les années 60-70, on faisait peur aux enfants avec les communistes sont méchants, ils vont nous attaquer. La peur des communistes. Mais ça peut être la peur du Front National ou du Rassemblement National en France, qui depuis 4 ou 5 élections présidentielles, on a la même chose, on a peur du Rassemblement National, ce qui va nous amener à faire barrage et à voter pour la deuxième personne. De la même façon, les enfants, on leur faisait peur avec le Père Fouettard. Si t'es pas sage, le Père Fouettard viendra, le Père Noël ne passera pas, on te fait peur. Dans le cas du Père Fouettard, c'est encore pas bien grave, quoi qu'on puisse s'en passer, il suffit d'éduquer son enfant et en général, il essaie d'être plutôt gentil. Alors, grâce à quoi on va te faire peur? Grâce à ce qu'on appelle du storytelling et du wording. Ce ne sont pas des mensonges. Le storytelling, c'est pas du mensonge, on te raconte des histoires. C'est le petit livre qui est là, Storytelling de Christian Salmon, en parle très bien. On te raconte des histoires. Et quelles sont ces histoires? Alors, il y a eu l'histoire, le storytelling du Covid, le storytelling de la guerre, par exemple la guerre en Ukraine, c'est un storytelling, le storytelling aussi de la guerre dans la bande de Gaza en ce moment. Ça aussi, c'est une façon de raconter l'histoire qui va orienter. Et là, j'ai mis des images du storytelling du climat. On sait qu'en ce moment, on est dans une période compliquée au niveau du climat. Et là, pourquoi est-ce que j'ai mis ces deux images? Vous voyez en haut, les températures sont inférieures en général aux températures d'en bas. Pourtant, la carte est toute rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chiffres, c'est les données. La couleur, c'est l'interprétation. Donc, c'est pas les données, c'est pas sur les données qu'on joue, c'est sur l'interprétation de ces données pour te faire peur. Je rajoute comme ça entre parenthèses, il y a vraiment des gens qui ont peur de mourir. Il y a de nombreuses personnes relativement jeunes qui estiment ne pas avoir d'avenir parce qu'ils savent, ou ils pensent, ou ils croient que dans 5 ans, dans 10 ans, on va tous mourir de chaud. L'éco-anxiété, ça s'appelle maintenant, Yann. L'éco-anxiété.
Oui, l'éco-anxiété, c'est un, entre guillemets, un nouveau symptôme. C'est juste de l'anxiété Ouais, tout due à fait. à un message anxiogène. Donc ça pourrait être n'importe quoi, le Covid anxiété, l'Ukraine anxiété, ça peut être ce que tu veux. Mais Là, c'est l'éco-anxiété. Mais je ne considère pas personnellement que ce soit un symptôme mais spécifique. ce que tu indiques là est très intéressant parce que c'est comme quand l'Ukraine, je veux dire la Russie et l'Ukraine entre, disons, en guerre en mars 2022, si je me trompe pas. Mhm. Et que à ce moment-là, en France, les chiffres du Covid sont les mêmes qu'au moment de la 3e ou 4e vague. Pourtant, rien, plus de Covid. Donc c'est la manière dont on interprète les choses, mettre du rouge ou mettre du bleu, qui va totalement modifier la façon dont le sujet va percevoir ce qui se passe. Bien sûr, le rouge, ça fait peur. Si tu regardes les graphiques des crashs boursiers, souvent, c'est présenté sous forme de montagne russe, comme ça, et c'est en rouge. Un gros trait rouge qui fait peur. Ça, c'est un classique. La couleur des symboles qu'on nous présente ont un intérêt parce que ça va te faire peur ou ça va te rassurer. On va voir que dans la suite, il y a d'autres façons de te rassurer, justement pour que tu fasses ce qu'on veut de toi. Alors, comment est-ce qu'on fait peur? Avec quel outil concrètement? Là, pour la période du Covid en France, on a décidé d'utiliser la stratégie qu'on appelle la stratégie du choc. En anglais, ils appellent ça la doctrine du choc. Donc, ces idées elles sortent de l'ouvrage de Naomi Klein, qui a écrit justement la doctrine du choc. Donc, comment ça marche? Pour appliquer la doctrine du choc, on va imprimer un choc psychologique puissant au sujet. Ensuite, après ce choc, il est hébété, il est en état d'hébétude, il est choqué, il sait pas trop quoi penser. D'ailleurs, souvent, il ne pense plus parce qu'on a juste peur. Quand on a peur, on ne pense pas. Et c'est le moment où on va profiter de cette ouverture pour le reconditionner et le renormaliser. D'accord ? Donc, pour illustrer ça, j'ai fait des petites coupures dans le célèbre discours d'Emmanuel Macron pour l'ouverture de la séquence Covid, que j'ai appelé « Nous sommes en guerre », NSEG. Si on peut mettre cette petite vidéo, vous allez voir que le choix des mots est très spécifique. Nous sommes en guerre. 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 Nous sommes en guerre, oui. Nous sommes en guerre. Voilà. Alors, est-il nécessaire de répéter autant de fois la même chose? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est une technique pour imprimer un choc psychologique sur ta personne. Si on aurait pu dire, nous sommes en épidémie, mais rassurez-vous, nous contrôlons la situation pour que la population reste calme. C'est ce que quelqu'un de sensé devrait faire. Mais là, on a décidé de te faire peur avec ce choc. Donc là, tu viens de subir une attaque psychologique. Ça, c'est une attaque psychologique. Et ces extraits « Nous sommes en guerre » viennent du milieu du discours. Pourquoi? Parce qu'au milieu d'un discours de 30 minutes, tu deviens plus suggestible. Quand tu regardes la télévision, au bout de 3 à 5 minutes, ton cerveau ne fonctionne plus de la même façon et tes ondes cérébrales changent. Et en gros, c'est un petit peu comme si tu étais dans un rêve. Et donc, tu vas être beaucoup plus influençable. Tu auras remarqué qu'au milieu de ton émission favorite d'1 heure, les pubs sont toujours au milieu quand toi, tu es comme ça en train de t'endormir et boum, on te fait manger de la pub parce que ça rentre mieux au fond de ton inconscient. Donc là, je vous propose de regarder la deuxième vidéo qui est la même doctrine, la même technique appliquée à septembre 2001, l'effondrement des World Trade Center. Armed with knives, armed with chemical, biological, nuclear weapons. Fanatics, terrorists, September 11th. September 11th, killers, September 11th, terrorists. Terrorists of Al-Qaeda, terrorists, nuclear weapons, terrorists. 9/11, terror, terrorist, evil. September 11th, September 11th. The terrorists, war and danger. September 11th, terrorism, global terrorism, terrorism, terrorists. Terrorists, 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 the terror. Terrorists, terrorists, terrorism. September 11th, global terrorism, terrorists. Terrorism. September 11th, world terrorism, terrorism. September 11th, global terrorism. September the 11th, terror. Weapons of mass destruction. September the 11th, terrorists. The evil terrorists, no.
J'ai Ouais, peur. il prépare le sujet évidemment à accepter. Ça me fait penser aussi, quand ils ont tous dit en même temps, tu reviendras sans doute, que c'était une épidémie de non-vaccinés. Dans tous les médias occidentaux, on a entendu la même chose. Petite question, juste, c'est quand même préparé par des agences de com, tout ça. Ils sont conseillés par des gens qui... Macron n'écrit pas son discours tout seul à la veille du confinement. Tout à fait. Là, en l'occurrence, la personne qui a écrit ce discours, dont je n'ai plus le nom là sous la main, est une personne qui est qualifiée c'est un mentaliste. Un Voilà. mental. Donc, c'est un mentaliste, c'est son travail. C'est une personne qui est qualifiée notamment en hypnose et ce genre de choses. Ok, Voilà. fabuleux. Voilà, c'est bon à savoir. Et en effet, tous les discours sont inscrits, enfin, en général, écrits à l'avance par des personnes qualifiées. Hein. Ceux dont on va parler là, ce ne sont pas forcément les personnes qui passent à la télé qui se rendent exactement compte des techniques de manipulation qu'elles utilisent. On leur refile des recettes et eux, ils cuisinent, c'est tout. Mhm. C'est pas forcément eux qui mettent au point ces recettes. Mais ça, on en parlera dans la partie d'après, la prochaine fois, quand on évoquera le nudge et qui c'est qui s'en sert très bien. Donc si tu veux, je propose de continuer dans le temps. Là, une fois que tu es choqué, que tu as peur, qu'est-ce qu'on va faire? On va... non, il faut que j'appuie sur l'autre bouton, pardon. Une fois que tu es choqué et que tu as peur, on va te renormaliser. Et on va utiliser des outils qu'on trouve dans les sectes. D'accord? Une secte, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Sectare, en latin, ça veut dire couper. Pourquoi on utilise ce mot, secte? Parce que dans une secte, d'abord, on te coupe de tes liens familiaux, professionnels, de tes repères sociaux. Hein. Là, pour le coup, c'était les confinements. On t'a coupé avec tes repères sociaux. Et on en profite pour te renormaliser, pour t'apprendre de nouvelles choses et de nouvelles valeurs. On te reprogramme, si on peut dire, grâce à une information standardisée. En l'occurrence, là, c'était surtout la télé et les médias de masse. En effet, quand tu es enfermé chez toi tout seul à déprimer, ton seul ami, c'est la télévision. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes la télévision et tu te fais renormaliser. On va ainsi modifier ton comportement. Donc, une fois que tu as été sectarisé, hein, en fait, il t'arrive la même chose que si on était dans une secte. Ensuite, on va prêcher la bonne parole. La bonne parole, qu'est-ce que c'est? C'est une religion, souvent. Là, ça, en l'occurrence, ça va être le scientisme. Combien de fois on a entendu, il faut croire la science. Si tu as une formation scientifique, tu sais que la science, ça ne se croit pas, ça se démontre, ça se lit, ça se critique. Voilà. Parce que, par exemple, les scientifiques disent que, pour moi, ça n'existe pas. C'est quelque chose qu'on peut dire sur un plateau de télévision, mais je n'ai jamais rencontré les scientifiques. J'ai rencontré un scientifique dit que, un autre scientifique dit que, mais les scientifiques disent que ça n'existe pas dans la réalité. De la même façon, la science dit que ça n'existe pas dans la réalité. Si tu veux savoir ce que la science dit sur tel sujet, ouvre une base de données, va chercher des informations et tu verras qu'il y aura sûrement des milliers d'études sur le sujet. Hein, la science, c'est quand même très vaste. Parce que, en ce qui me concerne, ce qui existe, c'est un corpus de connaissances, un ensemble de connaissances que l'on a obtenu grâce à la démarche scientifique. Hein, la science n'est pas une personne. Donc le scientisme, pour moi, c'est la religion de la secte, et les scientifiques et les médecins de plateau TV sont, en quelque sorte, les prêtres de cette religion. Alors la question que je pose, où est le gourou? Bien, le gourou, ce n'est pas notre gourou, c'est leur gourou. C'est-à-dire que le gourou va être un étage supérieur de la secte et n'est pas accessible pour toi ou pour moi. Il va être le gourou des dirigeants plutôt que le gourou des peuples. C'est un choix de pyramide d'organisation. Ça peut être le lobbying, GSK, Pfizer, même encore des grandes familles au-dessus. Ça pourrait, mais moi je ne pensais pas à ça. Je pensais simplement à Klaus Schwab. Ah oui, il est bien voilà, aussi. c'est plus un gourou. Donc là, on va t'enfermer et on va te dire que c'est pour ton bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une inversion accusatoire. C'est-à-dire que le bourreau va se transformer, va se montrer en tant que victime ou en tant que sauveur, et la victime va être transférée en tant que bourreau. Par exemple, dans un exemple que j'imagine et qui est très simple à imaginer parce que c'est une situation réelle, mon petit frère qui a 4 ans n'est pas sage parce que c'est un enfant de 4 ans, il fait tout le temps des bêtises. Moi j'ai 6 ans et je suis sage et je fais pas de bêtises. Sauf que mon papa va me dire, écoute bonhomme, à chaque fois que ton petit frère va faire une bêtise, c'est toi qui vas ramasser. Et je prends des tartes, et je prends des coups de pied, et je me fais taper.
qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas remettre en doute l'amour de mon papa, je vais dire que mon petit frère, je vais commencer à le détester parce que c'est de sa faute si j'ai mal. Alors qu'en fait, dans cette histoire, l'enfoiré, c'est le papa. On est bien d'accord. Et bien là, c'est la même chose qui s'est passée. C'est-à-dire qu'on va te dire, si vous êtes enfermé, c'est à cause des gens des anti-masques, des anti-vax, c'est à cause des autres. Alors qu'en fait, les personnes qui nous enferment sont les personnes qui décident, les décideurs. Et ce n'est pas ton voisin qui ne s'est pas fait piquer qui t'oblige à rester enfermé chez toi. D'ailleurs, lui aussi n'aimerait bien sortir. La personne qui t'oblige à rester chez toi, c'est ton décideur. Là, en l'occurrence, c'était le gouvernement. Donc là, on va diviser la population et on va créer des ennemis imaginaires en inversant le triangle de Cartman. C'est le triangle qu'on vous présente actuellement. Maintenant, on va te désorienter. Hein, on a coupé tes repères, on te renormalise, on doit te désorienter. On a vu le management par la désorganisation, c'est une méthode qui sort tout droit des camps de concentration. Là, la personne qui en parle bien, je trouve, c'est Bruno Bettelheim dans le livre Survivre, qui raconte son histoire de passage dans les camps de concentration, c'est assez affreux. Donc, par exemple, la fiche d'auto-autorisation de déplacement dérogatoire, ça, fabuleux, ça. Remplir et signer en France à chaque fois qu'on sortait, a été mise au point par des psychologues. Et du coup, vous, en Belgique, est-ce que vous avez eu droit à ce genre de fiche? Non, là, on n'a pas été jusque-là. Là, vous avez vraiment fait fort, ce qui me fait dire que la France est vraiment le laboratoire du pire. Parce que ça, on n'a quand même pas eu... Alors, je ne sais pas si les Belges auraient obéi, à mon avis, oui, mais là, franchement, c'était le summum. Hein. Je m'auto-autorise à aller faire pisser Mirza. En effet, et c'est l'occasion d'exercer une violence sur les gens, parce que c'est une violence inouïe. 135 €. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient pris une amende et 135 €, ils n'avaient plus à manger. Voilà, jusqu'à la fin du mois, tu n'as plus rien à manger. C'est énorme. C'est très violent. Donc, on te désoriente grâce à ça, on modifie les codes sociaux, on te met assis debout au café où tu ne sais même plus où tu en es. On déplace la fenêtre d'Overton grâce à ce genre de technique, en t'obligeant à te demander si tu as le droit d'aller faire pisser Mirza. Avant, tu ne te posais pas la question. Tu ne te posais pas la question, c'est de savoir si tu avais le droit d'aller voir tes amis. Maintenant, tu te la poses. Et ça, c'est un déplacement de la fenêtre d'Overton et c'est très grave. Là, on voit sur la droite de la diapo le protocole et cadre de fonctionnement pour l'année scolaire 2022-2023 de l'éducation nationale française. Donc ça, c'est le tableau et il faut s'adapter à toutes les nouvelles règles qui changent tout le temps, niveau 1, niveau 0, niveau 2, niveau 3, etc. Ça, on a eu tout à fait la même chose, le même style avec des couleurs qui nous présentaient au Codeco. Donc en fonction des pics, il fallait adapter son comportement. On a eu tout à fait la même chose. Exactement. Et qui décide des pics? Ce sont les tests PCR. Tout à fait. Frauduleux. Donc, c'est très bien. Donc, maintenant que tu es désorienté, que tu es enfermé chez toi, que tu es renormalisé par la télévision, qu'est-ce qu'on va envoyer? On envoie un cheval de Troie. Alors, on a vu dans le premier épisode ce que c'était la méthode dite des protocoles sanitaires ou des gestes barrières. C'est-à-dire que dans le cheval de Troie que nous voyons ici, on remarque tout à l'heure, on parlait de la couleur rouge pour faire peur. Là, ici, c'est la couleur bleue qui rassure. D'accord? C'est très important. Parce que dans le SARS-CoV-1, dans la première fausse épidémie de SARS-CoV, c'était autour de 2010-2012, je crois, les affiches des protocoles étaient rouges. Donc ça ne rassure pas, ça ne marche pas. Si tu veux que la personne aille où je veux, il faut, lui faire peur d'un côté, et de l'autre côté, lui proposer quelque chose qui rassure, quelque chose de bleu, quelque chose de vert. Donc, les protocoles sanitaires, ils sont cachés dans ce cheval de Troie. C'est pas la première règle de se laver les mains, tout le monde se lave les mains, ou de tousser dans son coude, ou d'utiliser des mouchoirs. Sûrement que toi aussi et moi aussi, on utilise des mouchoirs de temps en temps, d'aérer les pièces. Moi, je le fais tous les jours, comme beaucoup de gens. Le piège dans ce cheval de Troie, il est au milieu du cheval, parce que c'est là où on fait le moins attention. Pas de contact physique et porter un masque. On a vu dans le premier épisode que c'était une méthode de torture psychologique qui est donc cachée dans un cheval de Troie. Les mains serrées, barrées, ça c'est, on dirait vraiment un cahier scolaire pour enfants, pas bien ou bien les inconnus là, pas bien, bien. C'est quand même, c'est d'une violence inouïe aussi. Hein. C'est vraiment.
C'est de la violence cachée parce que là, on voit sur l'affiche, Caché, ouais. juste, tu n'as pas le droit de te serrer la main. Ça semble pas être grand-chose. Mais ça implique le non-contact, l'absence de contact. Distanciation sociale. Distanciation sociale, ou ce qu'on appelle dans l'école publique le non-brassage. C'est en fait beaucoup plus grave que ne pas juste se serrer la main. Pas de câlin, pas d'embrassade, et pas de sourire grâce au masque. C'est très très compliqué. Donc, une fois qu'on a envoyé ce cheval de Troie, on veut envoyer ce cheval de Troie, comment on fait? On utilise de la propagande et notamment des affiches. D'accord? Donc, le problème, c'est que la propagande, ça prend du temps. Donc, pour illustrer ça, on va envoyer la petite vidéo sur les affiches des protocoles sanitaires pour comprendre comment ça marche. On y va. Ça fait 12 ans. Je vous montre un truc. Regardez, passe sanitaire, machin. Regardez la date. Voilà, donc là c'est en direct, hein. Donc c'est pas une fiche trafiquée ou machin. Donc la date, elle date du 20 janvier 2020, donc avant même la première vague, ils avaient déjà fait leurs affiches. Voilà, c'est beau, hein? Ah bah super. C'est beau. Voilà, ils avaient prévu tout ça en 2020 déjà. Voilà. Donc, comme ça, je vais mettre ça en public. C'est tout à fait normal. On prend pas pour des cons du tout. Bah ouais, vu déjà que fin 2019, ils avaient fait un épisode de simulation d'une pandémie. Mais c'est toujours étonnant de le voir. Hein. Ah bah tout à fait, mais c'est pas d'une part, c'est pas la première simulation. D'autre part, en effet, c'est étonnant à voir. Moi, j'avais vu passer ça sur Twitter. J'étais allé vérifier à l'abribus et en effet, j'ai regardé la date et j'avoue que j'ai été surpris. Mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'une affiche, je remets la diapo d'avant, hein, une affiche comme celle-là, il faut d'abord en avoir la demande, ensuite il faut passer par des graphistes. Moi, ça a l'air tout simple, mais je ne suis pas capable de faire des petites images comme ça jolies. Ensuite, bon là pour le coup, c'est sûrement passé chez des psychologues. Ensuite, il faut prévoir un bon à tirer, il faut l'envoyer chez l'imprimeur de l'État, il faut que ça soit imprimé en je ne sais combien de millions d'exemplaires, mis sur palette, transporté par la route, par des camions, diffusé livré, partout. affiché. Et ça prend pas 2 semaines. Hein. Donc bien sûr que la propagande, ça prend du temps. Il y a des gens qui n'y croyaient pas, mais comment expliquer que des affiches arrivent chez toi? Ça, il faut les fabriquer. Donc, une fois qu'on a envoyé le cheval de Troie, maintenant, on va faire en sorte que tu appliques ces règles. Si tu n'appliques pas ces règles, il y aura des problèmes. Là, on utilise la technique du conditionnement opérant de Skinner, donc le père de la psychologie comportementale. En quoi ça consiste? Au début, dans les années 50, donc, ça a été utilisé sur des rats de laboratoire pour le test. Alors, les rats de laboratoire, on leur fait faire ce qu'on veut, comment? Avec des renforcements positifs et des renforcements négatifs. Donc, les renforcements positifs, c'est une récompense, on leur file de la nourriture, des petites boulettes, et les renforcements négatifs, généralement chez le rat, ce sont des chocs électriques. Vous comprendrez bien qu'un rat est un animal très malin. Il ira là où il y a des croquettes et là où il n'y a pas de choc électrique, et donc il va adapter son comportement pour manger beaucoup et souffrir le moins possible. De la même façon, pour nous, on a eu des renforcements positifs. On peut avoir des renforcements positifs ou négatifs. Positif, l'argent, le statut, tu es valorisé, des avantages matériels, quels qu'ils soient, ou un bénéfice secondaire. Un bénéfice secondaire, c'est quand on te fait un compliment. Ça n'engage à rien, mais c'est positif, et quand on te fait un compliment, tu as envie de le faire. Exemple, tu demandes à un enfant, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer ce verre d'eau, s'il te plaît, ça serait gentil. Et l'enfant, souvent, pour être gentil, va te le donner. C'est très chouette. Voilà. Les renforcements négatifs, des chocs électriques chez le rat, vont être souvent chez les humains, de la violence verbale, c'est ce qu'on a observé à l'époque, de la violence symbolique, mais également de la violence économique. Si tu ne respectes pas les protocoles dits sanitaires, tu auras 135 € d'amende. Et encore, dans certains États, c'était des sommes hallucinantes que tu n'aurais pas pu payer en vendant ta voiture. Mais également, bien sûr, de la violence physique, quand on t'oblige, on te contraint physiquement à porter un masque, voire même on te tape dessus. Et donc tout ça, ça va aider à modifier ton comportement et à le stabiliser dans le temps. Hein. En effet, on considère que le sujet est bien conditionné quand le comportement reste longtemps dans le temps.
Mhm. Et ce qui est aussi, Yann, c'est que toute la foule participe de ces renforcements positifs et négatifs pour la plupart. Hein. Bien sûr. C'est une expérience à grande échelle, quoi. Ah bah, tout à fait, puisque c'est ton voisin, c'est la boulangère, c'est le mec du magasin d'à côté qui va te dire: Hé, ton masque, t'es puni, tu sors. Mhm. Voilà. Donc tout le monde joue un petit peu le jeu vu que c'est une approche systémique. Il ne faut pas oublier que tout ça c'est aussi systémique. Là on va vite pour débouler un maximum de techniques et pour vous vacciner le cerveau contre ça, mais tout ça c'est pris bien sûr dans un système dont tu ne peux pas vraiment t'échapper, voire même pas du tout. Pas du tout. Donc une fois que tu appliques ça, que tu appliques les protocoles sur toi-même, sur tes enfants et sur les gens qui dépendent de toi, tu vas être en état d'anomie et de déprivation. L'anomie, c'est quand on n'a plus de rapports sociaux satisfaisants. Si tu es seul chez toi, que tu n'as pas d'amis, pas de collègues, pas de voisins, pas de travail avec qui parler, eh bien, tu seras en état d'anomie. Et l'anomie, c'est le premier facteur du suicide. Ça a été découvert par Émile Durkheim en 1901. Ça fait plus d'un siècle qu'on sait que si on enferme des étudiants dans leur chambre toute la journée, ils ont de grandes chances de se suicider. On le sait très bien. Et bien sûr, la déprivation, c'est quand tu avais quelque chose de positif qui te faisait du bien et que tu ne l'as plus, comme l'amour et le respect, la gentillesse de tes camarades d'école. Ce qui va provoquer des comportements antisociaux, tels que casser, brûler, voler, taper. Mais ça, on en a déjà parlé avec Winnicott. Donc là, tu es en état de détresse maintenant, ça va vraiment pas bien. Et on va te dire, si tu veux qu'on s'en sorte, il va falloir faire ce que je te dis. Donc, il va falloir appliquer les protocoles et on va utiliser pour ça une technique de vente bien connue qui s'appelle le pied dans la porte et l'engagement. Donc, c'est une technique issue de la psychologie sociale qui a été réutilisée depuis dans le marketing, la vente. Et on va d'abord essayer de comprendre un petit peu cette technique avec une vidéo de Joule, c'est un psychologue français connu, et ensuite on essaiera de développer des exemples. Technique de persuasion. Une technique qui a été décortiquée dans les années 60 par des psychosociologues américains. Hello, the Johnson residence. Ils se sont livrés à une expérience devenue fameuse. Ils ont d'abord appelé au hasard des dizaines de femmes au foyer et ils leur ont demandé de répondre à quelques questions simples sur leurs habitudes de consommation. Alors la technique, on l'appelle le pied dans la porte. Son principe est relativement simple, obtenir peu dans un premier temps pour essayer d'obtenir davantage dans un deuxième temps. On demande aux ménagères de répondre à quelques questions, anodines, 8 questions, on répond volontiers, alors que ce que l'on cherche à obtenir, c'est tout autre chose. Effectivement, quelques jours plus tard, les pseudo-enquêteurs ont rappelé ces mêmes ménagères pour leur demander d'accueillir chez elles des investigateurs chargés d'inventorier tous les produits qui se trouvaient dans leur placard. L'opération devait durer plusieurs heures et la maison entière devait être passée au peigne fin. Bref, la visite promettait d'être pour le moins envahissante. Pourtant, la majorité des femmes contactées a accepté cette invasion sans sourciller. Que montre la recherche? Elle montre que si on avait directement demandé aux gens, aux ménagères, de recevoir cette équipe d'enquêteurs, la probabilité aurait été relativement faible, 23%. Maintenant, si au lieu de leur demander directement de recevoir cette équipe de plusieurs hommes, on leur pose quelques questions par téléphone, encore une fois 8 questions anodines, et si ensuite, et seulement ensuite, on leur demande de recevoir l'équipe d'enquêteurs, dans leur recherche c'est quelques jours après, alors la probabilité passe de 23% à 53% à accepter, plus de 2 fois plus, le gain est donc considérable. Comme quoi, la technique du pied dans la porte, S'il vous plaît, ça marche. Aux États-Unis toujours, mais en 1972 cette fois-ci, le psychologue social Harris tenta un pied dans la porte très simple. Dans la rue, il commença à demander l'équivalent de 2 francs suisses aux passants. Il justifia cette demande en disant qu'il n'avait pas assez d'argent pour prendre le bus.
Très peu de personnes répondirent positivement à sa demande. Ensuite, il changea de tactique. Il commença d'abord par leur demander l'heure. Ainsi, il reçut beaucoup plus d'argent. Ah, le phénomène du pied dans la porte, très intéressant. Et très bien connu donc depuis les années 60. Ça fait quand même plus de 50 ans. Donc, comment est-ce que ça a marché avec nous? Dans un premier temps, l'acte gratuit, ça a été de mettre un masque qu'on t'a envoyé à la maison par la poste ou que tu as pu acheter toi-même. Parce qu'il y a eu des moments où on n'a pas pu en acheter. Mais donc, tu as un acte gratuit. Tu mets ton masque et ça y est, tu es engagé. Tu ne sers plus de la main de tes voisins, tu as engagé dans un comportement. Ensuite, j'ai entendu, moi, allez-y, c'est gratuit. C'est le ministre de la Santé de l'époque qui nous conseillait d'aller nous faire piquer parce que c'était gratuit. Là, bien sûr, c'est un acte gratuit. Quand moi j'entends allez-y, c'est gratuit, j'entends n'y va pas, c'est un piège. Je veux dire, évidemment. Donc, si tu vas une fois, vu que tu étais déjà engagé dans un processus, là, tu es encore plus surengagé. Donc, tu es engagé, tu vas une fois, tu y vas 2 fois. On te dit au bout de 2 fois, ça ira. Mais finalement, ça fait 2 fois, donc encore une petite troisième. Et tu es dans ton engagement, ce qui explique que tu peux passer de 23% des gens qui acceptent à 53% des gens qui acceptent, voire beaucoup plus. Alors évidemment, Yann, certains diront, excuse-moi de t'interrompre, certains diront, mais oui, mais on a fait du marketing vaccinal, je ne sais pas si ils utiliseront ce mot, mais c'est parce que c'était pour le bien-être des gens, donc on a utilisé des techniques de marketing, mais pour les pousser à se faire vacciner. Et j'entends déjà des gens que je connais dire ça. Ça fait aussi partie d'une réponse, puisqu'on a aussi, dans la stratégie pour empêcher de penser, tout de suite dit que ceux qui remettaient ça en question étaient des complotistes. Hein. Ça fait aussi partie de la manipulation, évidemment, des masses. On leur répond, toi, tu leur réponds quoi à ces gens qui disent bah oui, ok, on les a manipulés, mais c'était pour des objectifs. C'est pour ton bien. C'est pour leur bien. C'est pour ton bien, c'est ça. Moi, je leur réponds que c'est pour ton bien, ça s'appelle du nudge. Principalement, ça s'appelle un bénéfice secondaire. Et quand quelqu'un te demande de faire quelque chose pour ton bien, si ce ne sont pas des personnes de confiance, eh bien, tu devrais reconsidérer ce conseil. Par exemple, est-ce que, alors je ne parle pas pour la Belgique, hein, je ne connais pas bien la politique belge du tout, mais en France, est-ce que tu estimes que les ministres travaillent pour ton bien? Ça, c'est une croyance qui te regarde. Sinon, je leur conseillerais de regarder les 2 premiers épisodes et puis les suivants. Je n'ai pas vraiment de conseils à donner à des gens qui croient que le gouvernement agit pour leur bien. On a remarqué, on en parlait la dernière fois, que les gens qui ont fait moins d'études, en général, qui ne sont pas universitaires, ont plus ce que Orwell appelait la common decency, le bon sens commun, la décence commune, et en général comprennent que justement les gouvernements ne veulent pas leur bien et que quand on vient vers eux avec ça, ils se méfient déjà d'emblée. C'est sans doute une croyance qui a fait que les gens les plus intégrés dans la société se sont complètement laissés embobiner. Hein. Si dans la société, si tu as un bon salaire, une bonne position, etc., tu auras peut-être, même probablement, plus envie de croire que le système est là pour ton bien. Si dans cette même société, tu as 4 boulots, 3 enfants et que ta vie est un enfer, en tant que mère célibataire, ce sont des choses qui arrivent, eh bien là, tu auras peut-être tendance à penser que le gouvernement n'est pas de ton côté. Ça dépend pas mal de ta réussite sociale, d'une part, et d'autre part, de ton degré de normalisation. Donc, si tu as fait de hautes études, il y a plus de chances que tu sois très normalisé et que tu aies moins accès à ce qu'on appelle du sens commun. Donc, il s'engage 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis plus il s'engage, plus il se dit que... engagé. C'est ça. Et oui, c'est ça, c'est le piège de l'engagement. Et ça se retrouve dans de nombreuses techniques de marketing, hein, de vente. Ça, c'est pas très difficile à retrouver. Donc, je te propose qu'on passe rapidement sur le locus of control et les médecins de plateau télé, hein, qui sont en quelque sorte les prêtres de cette drôle de secte. On sait depuis les années 60, hein, la théorie du locus of control, il y a 2 types de personnes, les personnes dites internes et externes. Les personnes qui sont dites internes choisissent de croire qu'ils sont maîtres de leur vie, de leur destin. Les personnes plus externes ont tendance à croire que leur vie et leur destin sont entre les mains de la chance ou du destin, de Dieu ou même des médecins.
il faut savoir que depuis les années 60-70, on considère que pour des personnes plutôt externes, la voix d'un médecin aura autant d'importance ou de puissance que la voix de Dieu. En gros, c'est ça. Donc, quand tu vois un médecin de plateau télé avec une blouse blanche sur un plateau télé, c'est pas parce qu'il va faire une opération sur le plateau. C'est juste un déguisement, d'accord, pour donner de la crédibilité et dire écoutez-moi, j'ai la voix du médecin, j'ai la voix de Dieu. La soumission à l'autorité. Exactement, et ça nous renvoie à l'expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité, dans laquelle la figure autoritaire avait une blouse de médecin. Donc ensuite, on va passer rapidement sur Stockholm, parce que Stockholm, le syndrome de Stockholm se déclenche dans ton cerveau quand tu as 4 paramètres qui ont été engagés et qui vont développer un stress colossal quand ils sont mélangés tous les 4. 1, tu es isolé. 2, tu perçois une menace pour ta vie. Comme dans un braquage, si tu es au milieu d'un braquage, tu te rends compte que c'est dangereux pour ta vie. Tu es incapable de t'échapper, ou du moins c'est ce que tu perçois. Donc tu n'as plus d'accès de conscience aux états de conscience supérieurs, ta pensée critique s'efface, ton imagination et ta créativité s'envolent. Tu développes ce qu'on appelle le syndrome d'impuissance acquise, c'est-à-dire qu'il est impossible d'activer la fonction combat ou fuite, ça te demande trop d'énergie cognitive, tu restes prostré et tu te soumets. Donc si tu perçois les actes de gentillesse du bourreau, c'est-à-dire si tu as le sentiment que ton gouvernement est gentil avec toi et est là pour ton bien, ça crée un renforcement intermittent qui développe l'emprise des gens qui ont une emprise sur toi. Donc ces 4 paramètres, ils ont été activés pour quasiment tout le monde pendant la crise du Covid et ça gèle le cerveau, tu n'arrives plus à réfléchir. Hein, c'est vraiment très dur et ça te met un stress colossal. C'est une des choses qui va expliquer les comportements bizarres. Qui nous fait revenir au premier épisode, hein, avec cortisol, etc., qui nous mettent dans un état de stress et créent une baisse d'immunité. Hein. C'est incroyable comme ça fonctionne bien. Et puis aussi, ce que tu mets à la fin, perception des actes de gentillesse du bourreau, le renforcement intermittent, ça me fait penser à le sujet rendement de la télévision, quoi. Il est chez lui, il rentre chez lui, mais il a presque besoin en permanence d'avoir les alertes infos qui vont le rassurer ou lui faire peur, mais en tout cas le maintenir dans une bulle anxiogène dont il devient presque dépendant. Hein. Oui, on peut être dépendant au bonheur comme dépendant au malheur. Hein. C'est possible. Donc, une fois qu'on est complètement enfermé, renormalisé, on a le pied dans la porte, on a tout ça, maintenant, dans la renormalisation, on va te montrer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est cute. Cute, ça veut dire mignon, d'accord ? Donc, le principe du cuteness, c'est simple, c'est qu'on va mettre n'importe quoi, tout ce que tu veux, et on va le transformer en quelque chose de mignon. Par exemple, je prends soin de moi et de mes copains. Oh, c'est mignon. On ne se serre pas la main, on ne se fait pas de bisous, mais on se dit quand même bonjour, et il y a plein de petits cœurs. Voilà, enfin, tout ça, c'est mignon. Un petit nounours avec une seringue. Et donc, ça passera beaucoup mieux, et tu vas beaucoup mieux le digérer, voire même, on a un petit salag un peu, voire même, ça va devenir désirable. C'est cool, quoi. C'est fun, c'est cool. À la mode. Ouais, tout à fait. Mais à une certaine époque, on aurait pu dire que fumer des cigarettes, c'était présenté cute, désirable, chouette, alors que c'est quand même très mauvais pour la santé. Comme ferait Edouard Bernays. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on va rentrer la nouvelle normalité, le new normal, en séduisant des personnes parce que c'est mignon. C'est exactement le même effet qu'avec des vidéos de chatons. Voilà, ça marche très bien. Un chaton, c'est très cute. On va se servir de la pensée magique, hein, grâce à la propagande. On va se servir de la pensée magique. La pensée magique, c'est quoi ? C'est une forme de pensée qui n'a pas vraiment de rapport avec la réalité. Par exemple, si tu crois que le Père Noël passe par la cheminée, vraiment, c'est que ça, c'est de la pensée magique. Un adulte le comprend. Un gros bonhomme ne peut pas passer par le trou de la cheminée. C'est très très difficile pour lui avec les bras chargés de cadeaux, mais un enfant ne va pas le remarquer parce que un enfant de moins de 6 ans est dans la pensée magique. Il passe après dans la pensée concrète et il va te dire « mais le Père Noël, ça n'existe pas ». Ben voilà, parce qu'il sort de la pensée magique. Là, quand on te dit le virus est tellement mortel qu'on ne doit même pas essayer de soigner les malades. C'est ce qui s'est passé en France. Ça, c'est le coup du virus magique. On peut tout à fait avoir un virus très très méchant. On essaie de soigner les malades au maximum. Ce sont des choses qui peuvent arriver.
Mais si le virus est magiquement tellement mortel qu'on a décidé qu'on ne pouvait pas le soigner, et donc on regarde les études, on retarde les études sur les traitements potentiels, et on utilise des palliatifs, donc des molécules qui vont tuer les gens, au lieu d'essayer de les soigner. Là, je pense particulièrement à l'étude sur la colchicine, qui a été retardée de 6 mois, sans aucun réel prétexte, sinon que, attention, ce virus est très dangereux, on ne devrait pas charger de médicaments. Ensuite, on a été meilleur en France, je dois dire, qu'aux États-Unis, pour de nombreuses raisons, mais notamment parce qu'aux États-Unis, ils disent mask mandate. Ça veut dire mandat de masque, ça veut dire que tu es obligé de porter un masque. En France, on a choisi l'utilisation du terme geste barrière. Ça aussi, c'est de la pensée magique. Il n'y a pas de geste qu'un être humain puisse faire pour créer une barrière contre un virus. Que ce soit une prise d'aïkido ou un coup de karaté, ça ne marchera pas, c'est de la pensée magique. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la pensée magique chez un adulte se rapproche quand même du discours délirant, hein, et de l'absurde et de la contradiction. On nous dit tellement on dit tellement tout et son contraire. On entend tellement de choses absurdes dans les médias qu'on a l'impression d'être dans un mauvais film et dans un discours totalement délirant, en fait. C'est la difficile différence entre la psychose et la réalité. C'est à quel moment est-ce que tu es dans la psychose, à quel moment est-ce que tu es dans la réalité. Soit parce que tu as des problèmes de maladie mentale, soit parce que tu as été mal informé, mal aiguillé, ou peut-être qu'on t'a menti toute ta vie. Si à l'âge de 7 ans, on continue à te faire croire que le Père Noël descend bien de la cheminée et tu te fais punir si tu dis le contraire ou taper dessus, etc., alors il se peut que tu continues à y croire, mais ça risque de ne pas être très bon pour toi. Donc ça, c'était juste pour le petit côté, la pensée magique, il faut s'en méfier. On se sert souvent de ça. Par exemple, on nous fait croire que la République est une démocratie, qu'on est vivant en démocratie. Magiquement, nos représentants peuvent nous représenter. Ça, c'est une belle pensée magique. Parce que... Ensuite, on va passer à la psychose paranoïaque de masse. Comment fait-on pour créer une psychose paranoïaque de masse? Ça, on le sait très bien depuis les années 60. En effet, pendant la guerre froide, il y a eu de nombreux problèmes d'espions existants ou pas dans des sous-marins nucléaires. L'exemple, c'est il y a un espion russe dans un sous-marin nucléaire américain, ou inversement, il y a un espion américain dans un sous-marin russe. Que ce soit vrai ou pas, ça va créer une drôle d'ambiance. Ah ouais. Suspicion générale. Je pense qu'on devrait regarder la petite vidéo maintenant, avant que je développe sur ça. Je veux dire ce soir très clairement, non seulement vous ne vous protégez pas, vous, et l'évolution récente a montré que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes, mais vous ne protégez pas les autres. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez transmettre le virus. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents, de mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers. Et l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Excuse-moi cette remarque, Yann, mais il est insupportable. J'arrive plus à l'entendre. Il devrait vraiment être derrière les barreaux. J'avoue que j'ai eu ça m'a demandé beaucoup d'efforts cognitifs de faire des petits montages. Hein. Passer une heure dessus, j'avoue, c'est insupportable. Ouais, on dirait vraiment une bête de scène qui... Il fait bien ça quand même, il fait bien ça, je trouve. Instiller la peur dans les foyers, ça a fait trembler certains hein, quand même. Mais c'est incroyable de réentendre ce discours. On est quoi là, 3-4 ans après c'est assez fou. C'est science-fictionnel. C'est science-fictionnel, oui. Avec ses yeux grands ouverts et ce regard, cette absence presque d'émotion et juste la peur. Donc le virus invisible, hein, les gens pas malades qui peuvent nous contaminer, les malades asymptomatiques, hein, c'est comme... Mais non, il y a eu des blagues avec ça, c'était le réchauffement. On a eu droit cet été à un réchauffement asymptomatique. Tout à fait, c'était le réchauffement asymptomatique, oui, je m'en souviens. Mais c'est très efficace, hein, c'est le concept de la bleuite. C'est une des façons dont le gouvernement français a attaqué le FLN, si je me souviens bien. C'est de faire croire à l'ennemi qu'il y a un traître dans ses rangs. Par exemple, si j'arrive à te faire croire qu'il y a un espion russe à Kairos, toi et ton équipe, vous allez avoir du mal à communiquer parce que tu vas te dire «
Ah, mais je peux pas lui dire ça si jamais c'est un espion russe. Et donc, ça va te mettre dans un jeu social, dans une dynamique de groupe de paranoïa. Et en jouant la paranoïa, petit à petit, tu vas devenir paranoïaque de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on crée artificiellement une psychose paranoïaque de masse. On le sait très bien depuis plus de 50 ans. D'accord ? On a juste transformé le jeu de l'espion russe en jeu du contaminé. Ça peut être n'importe qui, il peut être juste à côté de toi, même derrière toi. Ça se trouve, c'est toi-même, tu ne le sais pas. C'est hyper flippant. D'accord ? C'est fait exprès. Donc, quand on crée comme ça une psychose artificielle, une psychose paranoïaque artificielle, qu'est-ce qui se passe ? On va exploser la société. C'est comme une bombe nucléaire. C'est-à-dire que ça va détacher tous les petits noyaux de société et on va casser, mais vraiment détruire le lien social. C'est une arme tout à fait redoutable. Ça, c'est le pire truc que j'ai vu. Voilà, et il nous en reste une petite dernière avant de conclure, c'est le double bind, la double contrainte. C'est un classique, donc développé par Gregory Bateson, l'école de Palo Alto. C'est le double bind, la double contrainte, c'est quand on te met dans une situation paradoxale. Par exemple, tu prends un enfant, tu lui dis « va jouer dans le jardin mais ne te salis pas ». Mais comment est-ce qu'il peut faire ? Un enfant, il va se rouler par terre, il va se salir. Bien sûr, il va grimper aux arbres, il va se salir. Enfin, voilà. Si tu lui dis ça, ça va le mettre dans une situation où il va être bien embêté. Ouais. Par exemple, si je te dis « soyez créatif !» Qu'est-ce que vous faites ? Soyez créatif ! Si ton patron te parle comme ça, laisse tomber. Il n'arrivera pas à être créatif si on te crie dessus. Donc, ça ne marche pas. C'est aussi l'affiche qui met « ne tenez pas compte de ce message ». Ah, je l'aime bien celle-là. Exactement. Voilà, c'est une situation paradoxale. Et de la même façon, on va te dire, va passer tes examens dans un amphi avec 400 personnes sans enfreindre les gestes barrières et donc risquer de mourir ou de tuer des gens par la contamination, etc. Ça va te mettre dans un stress incroyable. Conséquence, de nombreuses personnes ont demandé plus de protocoles sanitaires pour réduire leur stress psychologique. D'accord ? Je parle dans les écoles en France. Mais imagine que tu entres à 7h30, tu écoutes les infos chez toi. Attention, il y a beaucoup de malades du Covid, des malades asymptomatiques, etc. À 8h, tu es dans le métro avec beaucoup trop de personnes dans la rame. Et là, si tu as cru au discours, vraiment, tu vas être pas bien. Et c'est comme ça que va commencer ta journée. Ça va commencer avec une grosse dose de stress. Et Gregory Bateson rajoute que c'est une des meilleures méthodes pour rendre un enfant schizophrène, la double contrainte. Donc je déconseille. Vraiment, faites pas ça aux enfants. Tout à fait. Il y a Eric qui nous dit je vous conseille le livre de Laurent Gounel, Le Réveil. C'est vrai que c'était un petit roman très efficace de quelqu'un justement qui avait cru à tout ça, si je me souviens bien, et qui en est sorti, en a fait un bon roman. Pour ceux qui veulent le découvrir, si je ne me trompe pas, c'est celui-là, c'est Le Réveil, qui est assez bien fait. Ben voilà, comment créer de la schizophrénie, des malades, et on en vient au début de l'émission, des médicaments pour les soigner et des psychologues pour les recevoir. C'est fantastique. Tout va bien, Yann Charrier, pourquoi tu t'inquiètes ? Parce que moi, en tant que psychologue, je ne peux pas prescrire des médicaments, donc ça m'inquiète. Si j'en prescrivais et que je gagnais beaucoup d'argent avec, peut-être que ça me rassurerait. Par exemple, on a vu que la quantité d'anxiolytiques et d'antidépresseurs a bien augmenté. Et d'ailleurs, sans être fier de moi, je peux te dire que pendant le premier confinement, j'arrivais à voir avec une bonne probabilité de réussite, juste comme ça à l'œil, les personnes qui ont la télé chez elles ou pas. C'est simple, quand tu as un voisin qui vient te dire « je dors plus la nuit, j'ai peur, je suis stressé, je suis sous antidépresseur, etc. » Tu as combien de télé chez toi ? 2. Voilà, jette-les. En période totalitaire, dire la vérité est révolutionnaire, mais coupez sa télé aussi, Yann, coupez votre télé. Écoutez, Yann Charrier, je propose à l'Éducation nationale de déjà passer les 3 premières capsules qu'on a faites ensemble dans les écoles. Ça serait très intéressant. Et comme je dis toujours, imagine si ce genre d'émission passait sur la télé nationale belge, qui est payée avec nos impôts quand même, 400 millions d'euros de subsides par an, alors qu'ils nous ont à nous privé de cacahuètes qu'ils nous donnaient. Imagine l'effet que ça aurait sur les gens de pouvoir avoir un autre son de cloche, de comprendre la manière dont on les a, non pas intubés, oui aussi, mais entubés. Donc voilà, il y a encore quelque chose à passer, je pense que non. De tête, là, non, je crois qu'on a fait à peu près le tour, il me semble.
mais une petite... un lien, des liens pour te soutenir. Voilà, alors, explique-nous. En haut, c'est ma chaîne Telegram, hein, c'est modeste, mais on fait comme on peut. Ensuite, il y a un Tipeee, et évidemment, je vous recommande le groupe Parents en colère, avec qui je travaille, qui est un groupe de simples parents qui se tiennent par la main les uns les autres. On est dans plus de la moitié des départements en France, mais également vers d'autres départements. Et si on a des copains en Belgique, c'est chouette de se tenir la main entre copains. Voilà. Si on se tient tous la main, personne tombe. Notez, tout à fait. Et comme on disait aussi en off, mais aussi au micro, quand les gens seront plus nombreux à parler, n'auront plus peur de parler et de dire tiens, non, je ne suis pas d'accord avec ça, même si vous êtes 5, 10 contre moi à dire que vous avez raison, je pense que vous êtes dans le faux et j'ose parler. Alors donc ta chaîne Telegram, c'est ça, un Telegram, et Oui. soutenez Yann aussi sur son Tipeee, parce que tout ça est purement bénévole. Parce que justement, on n'a pas l'argent non plus de la RTBF, donc soutenez-le. Un petit versement, 5, 10, 50, 100 euros, pour qu'il puisse continuer son travail. Et Parents en Même colère. 1 euro, c'est bienvenu. Hein. Ouais, voilà. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Kéros est aussi un journal, et que, parce qu'il y a encore plein de gens qui ne le savent pas, hein, et que le dernier numéro, c'était La République au bord du chaos. Alors, Yann, je crois qu'on n'aurait pas pu dire La République dans le chaos. Donc, on a fait un petit dossier sur nos amis français. On n'est pas mieux lotis que vous. Merci de penser à nous. On n'est pas mieux lotis que vous, mais quand même, vous êtes high level et vous êtes, en termes de laboratoire du pire, vous nous donnez des bons exemples. Voilà, mais De Croo, Macron s'entendent très bien. D'ailleurs, la conjonction des 2 syllabes, ça fait macro. Hein, je me souviens à l'époque. Ils nous ont bien eu. Merci Yann. Avec plaisir. Et je pense que c'est mardi prochain qu'on se revoit. C'est bien ça ? C'est ce qu'on avait prévu. À midi. Merci à ceux qui nous suivent. Partagez, soutenez la presse libre aussi, soutenez Kéros, parce qu'ils nous attaquent de toutes parts. Voilà. 1000 merci à tous. Salut Yann et à mardi prochain. Merci tout le monde. À bientôt. On lâche rien.